Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un peu différent, c'est ma première FAQ ici sur ma chaîne YouTube. Et pour une première fois aux questions, je voulais orienter ça d'un point de vue entrepreneurial. Quand on se rencontre souvent en salon, parce que c'est un peu le seul endroit où je vous rencontre, ou sinon en atelier, on prend souvent le temps de discuter des difficultés que ça peut avoir d'être à son compte. Je sais que parmi les gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui aimeraient un peu se lancer et qui osent pas trop, qui ont un peu peur et tout. Donc je me suis dit que vous auriez des questions sur le sujet et effectivement vous en avez. J'en ai reçu des qui se regroupaient pas mal. Voilà, j'ai fait une petite synthèse. Puis si vous aimez ce genre de vidéos, j'en referai d'autres. La première chose importante à savoir, c'est que quand on est à son compte, c'est pas facile de dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle. Donc pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai pas spécialement envie de vous dévoiler toute ma vie privée. Je pense que sur ce sujet là, j'en dévoile bien suffisamment. Donc je vais essayer de vous répondre en étant un peu, voilà, vague quand même. On va essayer de faire dans l'ordre, mais j'ai pas classé les questions en amont. Je les ai notées, tout ça. Parce que je vous avais posté des stories sur le sujet sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions. Et j'ai eu plein de questions. Donc je les ai notées dans mon cahier. Mais je les ai pas classées avant de faire la vidéo. Mais tant pis. On me demande que faisais-tu avant et quel a été le déclic. J'ai fait des études avant en fait. Moi j'ai un diplôme de scénographie. Donc j'ai un bac+5 en scénographie. Et en gros, c'est tout ce qui est aménagement de l'espace scénique. Que ce soit en muséographie. Donc pour la mise en espace des expositions, des déambulations, des pièces de théâtre, du spectacle vivant en général. La scénographie regroupe tout ça. J'ai un diplôme des Arts Déco de Strasbourg et donc je suis restée 1 an de plus après mon diplôme. Puis à la fin de cette année-là, on est parti vivre aux États-Unis. Donc j'ai bossé pendant 1 an dans mon domaine, qui est un domaine galère. Et quand je vois comment s'en sortent ceux de ma promo ou de la promo d'avant, je pense qu'ils s'éclatent. Enfin, on fait pas ces métiers-là pour autre chose que pour s'éclater. Mais je vois aussi que tout ce que j'appréhendais sur ce qui peut être difficile s'avère être vrai même pour les gens qui sont particulièrement talentueux, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et en passant mon diplôme, je savais que je n'en ferais pas ma vie, vraiment aucun regret. Je suis très en paix avec cette décision. Et en arrivant aux États-Unis, j'avais pas du tout envie de continuer dans ce domaine d'activité là, dans un pays que je connaissais pas, avec un système que je connaissais pas et une langue que je maîtrisais pas du tout à l'époque. Donc la question s'est même pas posée. Donc arrivée aux États-Unis, je savais que je voulais me mettre à mon compte. Pourquoi? Je savais pas trop, mais j'avais toute confiance dans le fait que je finirais par trouver et force est de constater que c'est ce qui s'est passé. Prochaine question. Vivre de son entreprise est-il possible sans salaire de conjoint? Très bonne question. Comme c'est pas mon cas, je ne peux pas répondre complètement. Des exemples que j'ai autour de moi, je vais dire oui et non. Oui, si vous avez pu mettre des sous de côté, si vous pouvez bénéficier du chômage le temps de se lancer, si vous avez des proches qui peuvent vous soutenir en cas de pépin, même si pas le but, mais rien que pour la tranquillité d'esprit de savoir que c'est possible, ça aide toujours. Ça dépend de l'activité, ça dépend du besoin d'investissement, ça dépend de si vous avez des charges très lourdes ou pas, genre un loyer pour un local ou ce genre de choses. En vrai, c'est un vrai métier avec un salaire quand au bout de quelques temps, voire années. Donc en vrai, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas vivre seule. Moi je vivrais seule avec le salaire que j'ai, je pense que je m'en sortirais. Avec des gosses à charge, ça commence à être un peu compliqué quoi. Donc je sais pas, mais la vie est courte et vivre avec des regrets, c'est pas souhaitable, ne serait-ce qu'essayer. Et si ça marche tant mieux, si ça marche pas au moins vous aurez aucun regret. Prochaine question, là très terre à terre. Est-ce que ça prend du temps d'obtenir un SIRET? Combien de jours ou de mois? Bonne question, tout dépend j'imagine du statut. Quand j'ai commencé mon premier SIRET c'était en auto-entreprise, donc c'était cette année de transition après mes études. Et j'ai pas l'impression que ça a été très long, c'est peut-être 1 mois ou 2. Dans ma tête c'est rapide. Après les déménagements, les changements d'activité et ce genre de trucs, ça c'est déjà un peu plus long. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais donc mon ancien SIRET que j'avais pas clôturé. Mon SIREN était le même. Et là, ça a mis un peu de temps. Et là, pour le déménagement, donc on a déménagé à Toulouse en juillet. Et j'ai mon nouveau SIRET depuis 1 semaine. Mais parce que les procédures sont pas très claires, que rien n'est fait pour que ce soit rapide de ton point de vue. Parce qu'en fait, t'as tellement de choses à gérer que de lire les petites lignes en bas de tel truc avec telle case à cocher
ou pas celle-là. Enfin en fait c'est pas ton taf quoi, donc tout est fait pour que ce soit long et pas fluide du tout. Mais comme tout ce qui concerne l'administratif en général, que ce soit je sais pas la préfecture, la CAF ou tout ça, c'est toujours très long. Donc si vous êtes assidu, non c'est rapide, sinon bah c'est chiant et long. Prochaine question, c'est aussi sur la moula. Ça c'est un sujet que je pense qui vous bloque beaucoup et je comprends très bien que ça bloque. Et cette question c'est: penses-tu que si ton conjoint était aussi auto-entrepreneur comme toi, ça serait vivable pour 4? Je suis pas auto-entrepreneuse déjà, je suis en entreprise individuelle, ce qui est un peu pareil, mais je ne suis taxée que sur mes bénéfices et je suis soumise à la TVA, ce qui n'est pas le cas d'un auto-entrepreneur. Quand on est indépendant, on apprend à vivre un peu chichement, tout dépend du niveau de vie que vous espérez avoir. Ça c'est très personnel, franchement ça dépend si vous vivez dans une grande agglomération où les loyers sont exorbitants, ou si vous vivez en pleine cambrousse dans un département beaucoup plus vert et moins habité. Je dirais il n'y a pas de raison parce qu'il y a plein de gens qui le font. Dans l'absolu oui, après tout dépend de ce que vous désirez, si vous avez déjà je sais pas acquis un bien, si vous avez déjà mis de côté, si tout ça quoi. Donc oui sûrement, mais il faut peut-être faire un peu des plans et peut-être voir un peu de façon claire et nette combien d'argent vous avez besoin mensuellement, voir à quel point c'est possible. Je dirais que oui. Question suivante: des tips pour démarrer son entreprise en 2024 avec l'aide des réseaux sociaux. Eh bien bon courage déjà. Maintenant il existe plein de gens dont c'est le métier de vous guider là-dedans, ça coûte des sous, mais quand on n'y connaît rien, pourquoi pas franchement. Le plus important c'est d'abord de définir sa cible de clientèle. Si vous cherchez à attirer plutôt des jeunes, des très jeunes, et ben il faudra plutôt aller sur TikTok. Si vous voulez attirer plutôt des 25-40, bah ce sera plutôt Instagram. Si vous voulez attirer plutôt des plus de 45-40, bah ce sera plutôt Facebook. Il y a Pinterest à ne pas négliger, il y a LinkedIn à ne pas négliger, il y a YouTube, enfin voilà, il y a tellement de réseaux sociaux et tellement de façons de les utiliser. Il y a Snapchat aussi que je connais pas du tout. Donc je dirais oui, il y a plein de choses à savoir. Moi je dirais que c'est pareil, très dépendant de chacun. Tout dépend si vous souhaitez avoir un business pur et dur, très tradi et tout ça, genre j'ai un service à vous mettre à votre disposition, vous l'achetez et vous démarrez votre truc ensuite. Ça c'est une façon de voir l'entrepreneuriat. Moi l'entrepreneuriat est au service de ma création et ça peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Et en fait je peux pas déléguer et c'est un carnet de moi et je poste quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'y ai pensé. Donc rien n'est calculé, n'est calculable. Donc je dirais que c'est très dépendant de l'activité. Mais je dirais surtout qu'il faut pas penser que c'est comme c'était avant. Parce que pour avoir commencé sur Instagram il y a 8 ans, 9 ans, et commencer aujourd'hui, bah en fait ça n'a absolument rien à voir. Autant avant on gagnait des abonnés comme ça, des gens qui étaient vachement engagés, dans une communauté engagée, c'était pas compliqué à voir. Il n'y avait plus pas cette histoire d'algorithme, les publications apparaissaient en ordre chronologique, c'était beaucoup plus simple. Enfin, les hashtags étaient peut-être plus utilisés, il n'y avait pas encore les stories, donc les posts avaient plus de poids. Je parle tout ça d'Instagram bien sûr. YouTube c'est pareil en fait, avant il y avait tellement de place que en arrivant au bon moment c'était beaucoup plus facile d'émerger. Bon maintenant juste, moi je fais YouTube par exemple juste parce que ça m'éclate, mais franchement je compte 0 dessus quoi. Ça ne vous empêche pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Si vous voulez que ce soit fait de façon propre, nette, pro, carré, efficace, entourez-vous de quelqu'un qui connaît ce domaine et qui peut vous accompagner. Et je vous conseillerais notamment la série de podcasts hors série de Causons Couture. Mathilde qui était ma petite main quand j'étais à Angers, et elle a fait justement toute une mini-série comme ça sur la communication et l'entrepreneuriat, donc n'hésitez pas à aller écouter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Écoutez-vous et essayez de définir un peu et votre cible pour savoir quel réseau social privilégier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et gardez à l'esprit que rien n'est gravé dans le marbre et que si au bout de quelques temps vous voulez changer un peu votre fusil d'épaule ou rajouter un réseau social ou quoi, en fait tout est possible. Mettez un peu tout au clair à plat avant, mais comme pour les questions financières en fait, quand on ouvre une entreprise, peut-être c'est bien de faire des plans. Moi perso j'y suis allée comme ça, en investissant 10 $ par-ci, 10 $ par-là, puis 20, puis 30, puis 100, puis 300. Et en fait c'est comme ça que mon entreprise a grandi et c'est aussi comme ça que ma stabilité a grandi, que ma reconnaissance
de ma clientèle a grandi. Enfin ça s'est fait de façon très douce et progressive. Je ne vais pas cacher que le Covid a aidé. Je ne vais pas cacher qu'habiter à l'étranger ça a aussi beaucoup aidé. Voilà, faut être conscient de ça, mais rien n'est impossible. Question d'après. Et la batterie clignote donc ça va couper. Question d'après, comment tu gères les clientes insatisfaits? S'il y en a, entre parenthèses. Oui, dès qu'il y a du commerce, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Ça fait partie du jeu. Dès qu'il y a une question d'échange d'argent, service, argent, matériel ou quoi, il y a toujours des gens pas satisfaits. C'est leur droit. Tant que ça reste cordial, c'est ok. Mais des gens qui ne savent pas être respectueux, ça existe vraiment très fort. Des gens qui deviennent très violents verbalement, enfin du moins à l'écrit, et véhéments et tout ça pour 25 balles. Oui, ça existe et c'est vraiment épuisant. Ça c'est vraiment un des côtés du business qui ne me manquerait pas du tout si j'arrêtais un jour. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont menacé de contacter des avocats parce que je sais pas, la poste avait mis 3 jours de plus à livrer. Enfin c'était vraiment, ça n'avait aucun sens. Et quand ça finit par rentrer dans l'ordre, parce que ça rentre toujours dans l'ordre, jamais ils ne s'excusent en fait. Et ça je trouve que c'est compliqué. On n'est pas des machines quoi. On est des vrais humains avec des sentiments et on mérite pas d'être traité comme ça. Enfin personne ne vous pousse à acheter le produit d'un artisan, d'une artisane. Si vous le faites, c'est qu'en fait vous êtes ok avec ça. Donc tomber dans la violence des mots, moi je sais pas, ça me dépasse complètement et en fait ça me met vraiment à... Évidemment la caméra a coupé, j'ai dû remettre la batterie à charger. Et donc je disais, avant je le prenais vraiment hyper personnellement, ça me faisait du mal quoi, vraiment ça me rendait triste quand j'avais des clients et des clientes pas contents. Maintenant, des fois je fais des erreurs en fait, tout bêtement. Ça m'arrive comme tout le monde, je travaille seule, des fois je fais des erreurs. Et donc dans ce cas là je m'excuse et puis je règle le problème. Et par contre quand c'est vraiment injurieux et non fondé, vraiment en fait juste ça me rend dingue, ça m'énerve, mais ça me met en colère d'une force parce que je sais l'investissement que je mets dans mon travail, je sais la qualité que je mets à mon service client, enfin la satisfaction de ma clientèle c'est primordial pour moi. On peut pas plaire à tout le monde donc forcément il y a des fois il y a des gens qui sont pas contents, c'est comme ça je peux rien y faire malheureusement, ça arrive peu heureusement. Mais ouais vraiment maintenant ça me saoule et quand je vois aussi comment je suis traitée en tant que moi cliente par rapport à mes prestataires, alors qu'on a un rapport de pro à pro hein, mais vraiment je suis souvent pas hyper bien traitée dans le sens je suis pas le client roi du tout pour mes prestataires. Par contre moi je fais hyper gaffe à mes clients et en fait on a un peu le danon de la farce au milieu quoi. Donc ouais en fait ça me saoule. Quand c'est vraiment pas fondé, que c'est violent gratuitement, ouais vraiment ça m'énerve. Je reste cordiale parce que c'est mon travail et que la réputation dans ce genre de métier c'est quand même hyper important. Donc je fais quand même très attention à ce que je dis. Évidemment ça me bouffe pas la vie, enfin une fois que le problème est passé il est passé. Quand un client ou une cliente est un peu relou, je le vois venir à 10 000, je sais que ça va être pénible. Je me prépare et je dois me tromper une fois sur 1000 quoi. Enfin en laissant venir les cas un peu compliqués. Il y a vraiment des clients avec lesquels il faut savoir composer. Et ça c'est très énergivore. Mais sinon je le gère bien. Dernière question. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer tous ces déplacements avec ta vie perso? Je dirais que comme tout il y a des points positifs et négatifs. Franchement m'évader de temps en temps juste pour penser à ce que j'aime, c'est-à-dire à mon travail et à moi, bah non en fait c'est cool. Moi j'aime bien, je laisse ma vie personnelle un peu en plan, sachant que tout va très bien se passer sans moi. Je pars avec zéro culpabilité, zéro stress. Par contre ce qui est un peu stressant, c'est de savoir que pendant mes déplacements pro, ma vie pro à la maison, de tout ce que j'ai à gérer à côté, tous les mails, toute la compta, toutes les commandes, les demandes de devis, les rendez-vous pro, enfin tous ces trucs là n'avancent pas et je sais qu'en rentrant, par contre je vais prendre très cher à devoir tout remettre à niveau. Donc c'est un peu le seul inconvénient des déplacements. Mais non sinon je surkiffe les déplacements. Ça gêne pas ma famille en fait, en même temps ça va pas gêner ma famille.
Il y a plein d'entrepreneuses, parce que les mecs ça leur viendrait rarement à l'idée, que je vois sur les salons, des créatrices qui font le même taf que moi quoi, qui culpabilisent et qui se cachent derrière le ah non mais moi je peux pas partir, c'est le seul salon que je fais parce que je peux pas partir, mes enfants ils sont encore petits, genre ils ont 12 ans quoi. Enfin moi mes enfants sont vraiment beaucoup plus petits que ça. En fait je me dis que je dois avoir de la chance que ces enfants là je les ai pas fait toute seule et avec quelqu'un de responsable qui n'a aucun mot à dire sur comment je vis ma vie, enfin qui ne se sent même pas le droit d'avoir un mot à dire sur comment je vis ma vie. Quand je vois que ces nanas là se restreignent et culpabilisent de partir une fois par an 3 jours pour kiffer leur boulot. Elles sont pas là pour s'amuser, enfin elles sont là pour bosser. Et elles culpabilisent de partir bosser. Et là je me dis qu'il y a quand même un vrai problème. Donc ça c'est un point important. Ça aussi en fait franchement ça m'énerve. Mais bon après ces nanas si elles veulent pas quitter leur cocon parce qu'en fait juste elles aiment y être et c'est là qu'elles se sentent à leur place. Mais tant mieux pour elles quoi. Enfin j'ai pas jugé ça du tout. Par contre là où je trouve ça très énervant, c'est qu'elles se sentent obligées alors qu'elles sont pas parties en vacances quoi. Et quand bien même elles voudraient partir en vacances, en fait ça devrait pas poser problème que des fois des mères de famille ne soient pas exclusivement des mères de famille. Voilà, c'était la petite réflexion de la fin. Je vous laisse ici pour cette FAQ sur l'entrepreneuriat. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez une autre foire aux questions sur un autre sujet ou sur le sujet de l'entrepreneuriat, des questions que j'aurais pas répondu, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à revenir tous les dimanches parce que sauf cas exceptionnel, il y a une vidéo tous les dimanches matin à 10 h sur ma chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que cette semaine est sorti le 2e tome de la trilogie Le Chant des déesses. C'est une parution d'un livre que j'ai brodé, pour lequel j'ai créé un tutoriel de broderie. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Même si je compte pas sur YouTube pour gagner ma life, bah ça fait plaisir quoi. Je vous laisse avec 2 vidéos et je vous dis à bientôt, merci beaucoup.